Bienvenue tout le monde à l'émission. Cette semaine, j'ai le plaisir de discuter avec Zoé Dontigny-Charrette, qui est diplômée en sciences politiques et en journalisme, ce qui l'a emmenée à se joindre à l'équipe de la TVC Basse-Lièvre en 2022. Elle est aussi atteinte d'une maladie rare, ce qui a parsemé son parcours de nombreux défis. Oui, bienvenue à l'émission. Familière Merci. à la TVC, mais c'est une première fois à l'informel. Mais je trouve ça fun. C'est toi qui m'a approché pour parler des sujets qu'on va parler aujourd'hui, puis je trouve que c'est vraiment pertinent. Oui. Mais tant qu'à t'avoir, je me dis, on pourrait parler de la TVC. Puis, mais premièrement, quand est-ce que tu as commencé, puis comment est-ce que c'était arrivé de rentrer ici? Bien, j'ai commencé au mois de novembre de l'année passée, en 2022. OK. Puis, moi, j'ai toujours aimé travailler dans des organismes communautaires. J'ai étudié dans ce domaine-là, tout ça. Puis, quand j'ai vu qu'il y avait un poste en journaliste dans une télévision communautaire, puis que j'ai étudié aussi en journalisme, j'ai dit, ben ça alliait mes deux, si on veut, mes deux champs d'intérêt. Donc, c'est pour ça que j'ai postulé pour poste ici. C'est un peu dur de plus mal tomber, là, tu sais, je veux dire, c'est vraiment les deux dans tes veines. Mais c'est quoi spécifiquement dans le domaine communautaire que tu étudies? Ben, je commence dès le début. J'ai étudié en journalisme à Cité collégiale. OK. Ensuite, C'est lourd comme programme, c'est un gros programme. Oui, j'ai vraiment... Mais beaucoup d'expérience. Oui, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a permis d'acquérir vraiment une base. Ça m'a beaucoup aidé pour toutes sortes de choses, autant à l'université que dans mes emplois, parce que ça m'a permis d'acquérir une bonne base en français. La façon de m'exprimer, autant à l'écrit que de façon plus vocale, là, vu que j'étais en journalisme électronique et pour la télévision et la radio. Puis ensuite, ben, j'ai décidé d'aller à l'UQO, l'Université du Québec en Outaouais, faire un bac en histoire puis en sciences politiques. OK. Ben, je ne savais pas encore si je voulais devenir journaliste, puis je trouvais que ça complétait bien. Ben oui. Tu vas te retrouver à parler de toute politique de toute façon. Tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Puis ensuite, ben, j'ai eu la piqûre pour les études universitaires. J'ai vraiment adoré ça. J'ai voyagé. Puis, j'ai fait une maîtrise en développement, en sciences sociales du développement territorial à l'UQO aussi. Qui est vraiment, qui est axé comme on a des cours d'économie, on a des cours vraiment qui nous permettent de mieux comprendre la pensée derrière des organismes communautaires aussi, derrière le développement de projets et tout ça. Puis moi, ben, j'ai vraiment adoré mes années universitaires. Ça m'a permis de voyager, d'aller étudier à l'étranger, un an en France, à Bordeaux, à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, que j'ai rencontré des personnes qui venaient d'à travers le monde parce qu'ils ont un programme en Europe qui s'appelle le programme Erasmus pour les étudiants. Puis, ça permet aux Européens de pouvoir aller étudier un peu partout en Europe, dans leur programme de leur choix et leur université de leur choix. Puis, ils acceptent dans ce programme-là des étudiants qui sont en dehors de l'Europe. Donc, moi, je venais du Québec. Il y en a qui venaient, par exemple, du Japon. Comme j'ai une de mes meilleures amies de l'époque, était japonaise. Puis ça permet de créer des liens vraiment forts parce qu'on vit tous un peu la même chose. On est tous dépaysés, là. On est tous loin de notre famille, de nos amis. Non, ça a été fantastique. J'ai pu voyager partout en Europe puis découvrir toutes sortes de choses. Ça, c'était à mon bac. Puis à la maîtrise, moi, je me suis toujours comme intéressée aux questions autochtones. Puis, j'ai rencontré un professeur, Thibault Martin, à l'Université du Québec en Outaouais, qui est maintenant décédé. Puis, vraiment, il m'a permis de découvrir, de m'ouvrir là-dessus. Puis, il y a un autre professeur qui, finalement, lui, a terminé avec moi ma maîtrise. Il a été mon directeur de mémoire, puisque Thibault, malheureusement, dû à ses problèmes de santé, il y avait une tumeur au cerveau. Il en est décédé en 2017. n'a pas pu terminer avec moi ma maîtrise, mais Dimitri Delafaye, il m'a vraiment guidée, puis il m'a permis de terminer. C'est... Moi, comme j'aimais toujours voyager, découvrir de nouvelles cultures,
Donc, quand ils ont parlé d'un sujet qui était un peuple autochtone de l'Asie du Sud-Est, qui était sur la frontière thaï-birmane, j'ai tout de suite fait comment ça m'intéresse. Donc, je suis allée passer 3 mois là-bas. J'ai fait de mon étude de terrain. Donc, le sujet de mon mémoire portait sur un peuple de l'Asie du Sud-Est, sur la frontière thaï, en Thaïlande à la fois et en Birmanie, dans des camps de réfugiés. Le peuple autochtone en question, c'est les Karen. Puis, c'est ça, j'ai passé 3 mois là-bas. Comme il y a des Karen, c'est un peuple frontalier qu'on appelle, qui se retrouve à la fois en Thaïlande et à la fois en Birmanie, ben j'ai vécu dans des villages Karen thaï. Puis j'ai aussi été dans des camps de réfugiés où est-ce que là, c'était vraiment des Karen de Birmanie. En Birmanie, il y a une guerre civile qui dure depuis 80 ans là-bas, qui est la plus longue au monde. Ah donc, ouais, c'est le oui. Ça va être rough de vivre là pendant... Combien de temps t'as dit? 3 mois, oui. Ben, j'ai vécu la plupart de mon temps à Chiang Mai, qui est dans le nord de la Thaïlande. Puis, je partais faire des courts séjours comme d'une semaine, 2 semaines, dans des villages où je suis allée aussi dans les camps de réfugiés, mais comme c'est une région qui est à risque, je devais avoir un permis du gouvernement thaïlandais pour pouvoir y aller. Donc, j'ai pu les visiter, mais j'ai pas, si on veut, coucher là sur place. Donc, j'étais comme dans un village qui était peut-être à une demi-heure, 1 heure des camps de réfugiés, puis je suis allée les visiter. Puis que j'ai parlé avec des gens là-bas, j'ai fait des entrevues et tout ça. C'est un peu différent que des entrevues qu'on fait en tant que journaliste. Oui. C'est des entrevues plus... on en apprend sur la vie des gens, vraiment en profondeur. C'est des questions qu'on pose vraiment par rapport à leur culture, comment ils voient la vie. C'est assez différent que ce que je fais maintenant avec le TVC Info. Là, c'est l'actualité. Mais ça reste toujours comme en lien. Puis le fait que j'ai étudié en journalisme m'a aidé justement à pouvoir... comme parler à toutes sortes de personnes de différents milieux, de pouvoir m'exprimer, de poser des questions par rapport à ça. Non, c'est ça. Ça, j'ai adoré ça. Est-ce qu'il y a eu un temps là-dedans où est-ce que tu as pris du recul et de dire OK, c'est une si bonne idée que ça, que de faire ce projet-là, puis d'aller dans un endroit où c'était à risque, justement, ou tu as fait comme non, tu t'es même pas posé la question, je veux... j'ai toujours eu un côté aventurier, donc je me suis pas posé la question. J'étais guidée par une femme d'Ottawa, qui était Madame Scott, Colleen Scott, qui a un organisme ici qui est KLO, qui aide des Karen à s'intégrer à Ottawa. Mais aussi, elle a un organisme qui est Jen Scott, qui est en Thaïlande, qui là, aide des Karen à pouvoir venir étudier à Chiang Mai en sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de trafic de personnes. Puis, il y a beaucoup de peuples autochtones en Thaïlande qui, comme sont très éloignés, sont dans des montagnes vraiment éloignées à plusieurs heures des grands centres comme Chiang Mai. S'ils veulent étudier, même souvent pour le primaire, ils doivent s'exiler. Puis là, ben, ça arrive souvent qu'ils les enfants tombent entre les mains de gens qui font de la pédophilie, du trafic d'êtres humains, ces choses-là. Donc, elle a vraiment comme dédié sa vie, si on veut, à protéger ces enfants-là, leur permet de pouvoir étudier primaire, secondaire, université de manière sécuritaire. Sujet lourd, pareil. Oui. Puis, mais quand tu as fait ça, est-ce que tu es capable de séparer, genre, l'aspect professionnel, ou est-ce que tu t'en vas recueillir ces informations-là pour ton projet sans être investi émotivement? C'est une bonne question. Ça doit pas être facile. Ça n'a pas été facile, mais en même temps, je me disais, il faut en parler de ces personnes-là. Il faut leur donner une voix. Puis, veux pas, comme par exemple au Canada, c'est surtout
par rapport aux écrits universitaires, c'est surtout en anglais. On est une petite minorité quand même en Amérique du Nord, là, le Québec. C'est francophone, absolument. Fait que c'est toujours important qu'on puisse avoir des écrits en français par rapport à des sujets comme ça, puis interpeller des gens. Donc, je me suis dit, moi, ça m'a toujours... En fait, quand que j'ai voulu devenir journaliste, je voulais devenir journaliste sans frontières. Oui. Fait que Donc, c'est pour ça que j'ai fait des sujets comme ça, pour donner une voix à des personnes qui, peut-être, n'en ont pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont parler d'eux. Non, tu as raison, absolument. Qui vont connaître leur histoire, puis... parce qu'à travers le monde, il y a des millions de gens qui sont qui vivent dans des camps de réfugiés. Ouais. Wow. Mais là, cette expérience-là que tu as vécue, après ça, quand tu reviens, comment ça t'a servi après ça, quand tu es revenu au pays, dans ta vie professionnelle? Premièrement, ça m'a fait grandir. C'est sûr que j'ai... oui, parce qu'au contact de ces personnes-là, ils ont tellement des façons de penser différentes de moi, mais aussi des gens qui vivent ici au Canada. Ils sont tellement... C'est tellement plus... c'est différent. C'est pas mieux, c'est pas... c'est pas moins bien. C'est juste des façons de penser différentes qui sont plus, comme par exemple, si on parle des Karen, qui sont plus axées sur la nature, vivre selon les saisons, des choses comme ça. Donc, ça m'a fait revenir une chose vraiment plus essentielle. Puis dans mon milieu professionnel, ça m'a permis, quand je travaillais dans des organismes communautaires, de peut-être être plus... C'était plus facile d'aider les gens qui venaient me voir pour X raisons. Puis c'était plus facile de les orienter, puis de pouvoir me parler à toutes sortes de personnes de différentes avenues, de différents milieux sociaux, de différentes cultures. Donc, ouais. Quels organismes pour qui tu as travaillé? J'ai travaillé pour le Centre d'innovation des premiers peuples pendant environ un an et demi. Okay. C'est un organisme qui dit Premier Peuple, c'est pour les Autochtones, à Gatineau. Okay. Puis là, j'étais comme chargée de projet. Donc, je suis allée dans des écoles, par exemple, j'accompagnais une dame autochtone qui venait parler aux Autochtones, surtout dans les écoles secondaires anglophones, parce que la majorité à Gatineau des Autochtones vont plus parler anglais. Ils vont se retrouver dans les écoles secondaires anglophones. Donc, on allait dans Darcy McGee, tout ça. Puis, elle leur parlait de comment c'est important de connaître ses racines, puis d'être fier de ça. Parce que avant, les Autochtones ici au Canada, c'était une honte d'être autochtone. Oui, absolument. Donc, c'est ça. J'avais reçu... non, j'ai oublié son nom, mais J'aime les premiers peuples. Même moi pas, ça m'écoute. J'oublie son nom, mais J'aime les premiers peuples. Non, pas Nathalie Coutou, c'est Sylvain qui me parle. Nathalie, c'est vrai qu'on a parlé de ça, mais José Lusignan. OK. Je sais pas si tu la connais, connais-tu? Puis c'est elle qui m'avait un petit peu éveillé à comment la perte de leur identité, c'est ce qui est beaucoup de ce qui les amène, leur identité, puis d'avoir honte de leurs origines et tout ça, ce qui amène beaucoup au problème après ça, de consommation et tout ça, puis de les ramener dans leur culture, de les ramener dans c'est ça, dans leurs racines, mais que ça aide beaucoup à... Puis c'était institutionnalisé, cette honte-là, c'était à cause des pensionnats autochtones. Ils étaient complètement coupés de leurs parents. La plupart de ces enfants-là qui ont été dans les pensionnats autochtones, il y en a beaucoup qui n'ont jamais revu même leurs parents. Non, effectivement. Fait qu'ils ont été complètement coupés de leurs racines. Ça a été un traumatisme, juste ça. Puis on leur disait que de ne pas parler leur langue, de ne pas parler de leurs parents, pas parler... Oui, c'est ça. En fait, de complètement oublier qu'est-ce qu'il y avait... le peu d'enfance qu'ils avaient vécu avec leurs parents puis leur communauté par rapport à leur culture puis leurs racines. Fait que non,
je veux dire, puis ça, ben, on parle pas des abus qu'il y a eu dans les pensionnats, tout ça, puis... Ouais, pour aller loin et creux dans ce sujet-là. C'est ça. Donc, donc, tout ça, ça fait en sorte que il y a beaucoup de chemin à faire chez les Autochtones pour retrouver ce goût-là de vraiment voir leurs racines de manière positive, leur culture, puis oui, je suis fière d'être autochtone, puis oui, être autochtone, c'est bien, puis j'ai pas à avoir honte. C'est pire, c'est que c'est tellement une belle culture. Oui. Moi, j'ai trip, j'en connais pas beaucoup, là, mais là, justement, quand j'ai parlé avec José ou avec Nathalie Coutou, puis j'ai fait des projets vidéo pour Trace Art Visuel, puis il y avait une fois que c'était juste la culture autochtone. Oui. Puis c'était vraiment le fun. J'ai fait plusieurs avec Trace Art Visuel, puis ça a été la fois que j'ai préféré. C'était vraiment sharp. Leur musique, leur savoir. Tu sais, il y en avait un qui faisait les fameuses raquettes, là, puis qui faisait je suis pas bon avec les mots, puis je suis pas bon comment ça s'appelle, mais essentiellement, il faisait... non, c'est pas vrai, c'était pas des raquettes. C'était des raquettes, c'était un tambour qu'il faisait. En tout cas, mais de voir comment il travaillait la peau animale, tout ça, c'est vraiment sharp. Puis c'est un savoir que je trouve que... Tu sais, moi, je dis souvent que moi, dans la vie, je connais pas grand-chose. Je sais faire de la télé, mais c'est pas utile. Là. Ça me permet pas d'aller manger. Là, oui, parce qu'on me paye, mais je veux dire, tu comprends, c'est pas... je suis pas capable de faire grand-chose de mes mains, tu sais. Puis de voir comment est-ce que les autres ils sont talentueux avec leurs mains, je trouve ça fascinant. Là. C'est vraiment cool. Puis ça serait plate que ça se perde, tu sais. Oui, c'est ça. Puis pour beaucoup d'Autochtones, c'est une redécouverte parce qu'on sent, tant qu'il y a sur plusieurs générations, la transmission a été comme coupée. Ouais, ben ouais. Fait que, non, je suis pas autochtone, moi, mais je me suis intéressée à comme vraiment à leur culture, puis ils m'ont appris beaucoup. J'ai vraiment appris beaucoup d'eux. La résilience, vraiment. Puis aussi... j'ai remarqué comme en étudiant, si on veut, de façon plus générale, les cultures autochtones dans le monde, parce que bon, c'est un peuple autochtone que j'étudiais pour ma maîtrise. Je me suis rendu compte que les peuples autochtones ont certaines choses en commun. Ah ouais? Qu'on peut dire... D'un continent à l'autre, dans le fond. Oui, c'est ça. Comme par exemple, au niveau de leur philosophie ou de la spiritualité, ils parlent tous de la terre-mère. La protection de leur environnement, l'amour de leur territoire, de tout ça. Puis quand on étudie les peuples autochtones, que ça soit en Asie, que ça soit en Amérique du Nord, que ça soit dans d'autres continents, en Australie, par exemple, ça revient tout le temps. Spécial, hein? Oui. Puis imagine, nous autres, les tatas occidentaux, on est là, puis on est comme, là, c'est la mode, on revient à, tu sais, la nature, puis protéger l'environnement, des années après la révolution industrielle, après qu'on a tout scrappé, tu sais. En tout cas, c'est spécial, c'est vrai, parce que, tu sais, l'enseignement était là depuis le début, tu sais. Oui, exactement. On essaie de retourner à ça, puis c'est comme, c'est difficile à défaire, là. On est dans un engrenage qui fait que c'est ça, de revenir à la terre, puis à vivre de l'essentiel, puis d'avoir, tu sais, juste la culture, là. Tu sais, là, c'était à la mode, c'est le fun, là. Puis avec la pandémie aussi, il y a eu c'était drôle, là, pendant la pandémie, là, il y avait plus de ventes de semences, puis ça. Les gens partent des petits jardins, ce qui est super le fun. Mais essaie de t'autosuffire pour le fun avec un jardin, toi. C'est tough en tabarouette, là. Non, c'est ça, c'est vraiment pas évident. Mais c'est pour dire comment est-ce que le savoir-faire s'est perdu rapidement. Tu sais, en dedans tu sais, tu parles de 1900 à, mettons... un siècle à peu près. Ouais, mettons un siècle, c'est ça. Bon, mettons un siècle. Beaucoup de ces habitudes-là se sont perdues. Puis on essaie d'y retourner, puis c'est tellement... Tu sais, tu comprends? Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est super difficile de retourner alors que c'est aurait été tellement plus facile de juste le conserver, dans le fond. Oui, c'est ça. Oui. Bon, on a tendance, l'être humain, quand on découvre de nouvelles choses, de dire que ce qui est ancien, c'est ça. Balayer du revers de la main, c'est plus fini. bon, ça, faut passer à ça. Mais c'était ça, la révolution industrielle, c'était ça. C'était toujours...
la technologie, là, puis l'avancement dans la science, puis dans la technologie, là, c'était la grosse affaire. Ouais. Ils faisaient des grosses présentations, puis c'était comme les débuts, en fait du marketing. Là. Tu peux voir dans des films, là, je me souviens dans le film Le Dernier Samouraï, ça m'a frappé parce que tu vois comment est-ce que Winchester vend. Ils vont faire des expositions pour aller vendre leur nouvelle carabine, tu sais. Ça fait que là, c'était comme dans le début de l'ère industrielle. Parce que puis là, la Chine, c'est pas la Chine, mais plutôt le Japon, les autres, leur trip, c'est OK, on va avoir des voies ferrées, on va avoir des trains pour pouvoir voyager, tu sais. Mais c'était ça qui était l'importance, puis c'était à l'encontre de la tradition, tu sais. Mais c'était partout pareil dans le monde. C'est un exemple, parce qu'on voulait développer la technologie aux dépens de conserver la tradition, tu sais. C'est spécial. C'est ça. Oui, non. Puis bon, c'est ce qu'ils peuvent, ce que la culture autochtone, les cultures autochtones peuvent nous apprendre. C'est vraiment absolument, ça. Absolument. Je veux revenir au journalisme. mais c'est le fun, je trouve ça le fun, c'est en quoi tu as étudié, puis ça, puis les apprentissages que tu as pu faire. Après ça, tu es dans les organismes communautaires. Combien d'années tu as fait avec cet organisme-là? J'ai fait à peu près 1 an et demi. OK. Ouais. De passer de l'entraide, dans le fond, c'est dans un organisme pour aider certaines personnes qui sont dans le besoin. Puis de dire, je vais passer au journalisme et à l'animation, ou est-ce que tu vas faire la promotion de ces choses-là, mais tu n'as pas les mains dedans comme tel. Comment tu as trouvé ça? Dans le fond, sens-tu que tu apportes encore, que tu aides encore à ta communauté de cette façon-là? Tu sais? Oui, parce que je trouve ça important de transmettre l'information. Puis en plus, on est un peu la voix, si on veut, en tout cas le TVC Info, mais aussi l'informel, tout ça, des organismes communautaires du secteur Bocquignam, Masson-Angers et de la Basse-Lièvre. Je veux dire, on rapporte les nouvelles, on rapporte qu'ils ont des subventions, qu'ils ont des nouveaux services et tout ça. Donc, non, on continue d'aider. En fait, je continue d'aider d'une manière différente, mais c'est important, l'information. Puis, je trouve que ça se perd depuis à peu près une dizaine d'années. Le journalisme en a pris un peu pour son rhume, comme on dit, avec tout ce qui s'est passé, avec la montée des complotistes, tout ça, les fake news, que les gouvernements, si on veut, à travers le monde, que ce soit la Russie, la Chine, les États-Unis, se mêlent de ça. Et distiller comme des fausses nouvelles, puis qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Là, c'est quoi l'implication de d'autres pays? Il y en a eu, on a tout entendu à propos aux États-Unis avec, c'était la Russie avec les États-Unis, je pense, qui était impliqué. Puis là, il y a de quoi qui se passe au niveau canadien. Je n'ai même pas lu là-dessus. J'ai vu grand titre, j'étais découragé. Mais c'est ça, au Canada aussi, on n'est pas à l'abri de tout ça, puis c'est capoté. Ouais. Ils appellent ça, parce que là, je vais commencer une nouvelle maîtrise, en tout cas, surtout pour le plaisir d'apprendre en anthropologie. Et je suis en train d'explorer ça. Puis il y a le soft power qui est... c'est une façon d'acquérir du pouvoir sur la scène internationale de manière plus pacifique. Puis ce concept-là englobe justement des pays qui, comme la Russie, la Chine, les États-Unis, ils vont manipuler, si on veut, l'information à leur bénéfice. Ça, je trouve ça drôle, par exemple, qu'on dise la Chine, les États-Unis, c'est partout pareil. Tout le monde le fait. Tout le monde utilise les médias pour embellir, mettons, la situation, n'importe quoi. Mais là, maintenant, c'est rendu encore plus... c'est plus prononcé, plus évident. C'est plus prononcé, plus évident. Puis il y a vraiment comme les fake news que même nous, quand on est quand même informés en tant que journaliste, des fois, c'est une vraie nouvelle ou ça ne l'est pas, on ne sait plus. Puis avec en plus l'intelligence artificielle que maintenant, on peut créer des photos. Ça, c'est capoté. On peut créer des voix. Vient capoté. Je veux dire, tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Mais ça, ce que je disais, c'est que ça prendrait un stamp. Faut qu'il y ait des lois qui soient établies, puis comme rapidement. Oui. J'en ai déjà parlé ici à l'émission, mais est-ce qu'il va y avoir des stamps de la même façon que tu vas voir, supposons que tu vends une copie, exemple, d'une peinture.
ben tu sais que c'est une copie, c'est authentifié, l'original est authentifié, c'est enregistré, tu peux pas passer une fausse pour, tu sais, il faut que ce soit la même affaire. Droit d'auteur. Ça va prendre ça. Droit d'auteur, c'est ça. Je sais pas comment ça va être compliqué, là, c'est quoi le processus, mais moi, je pense que la chose la plus simple, ce serait que toutes ces applications-là d'intelligence artificielle soient régulées, puis que ce soit comme, faut qu'il y ait un stamp quelque part, que à la limite, si tu le vois pas comme auditeur, faut qu'un professionnel, mettons en informatique, il y ait quelque chose dans l'encodage qui te dise « OK, ça a été fabriqué ». Oui. T'as pas le choix, là. Ben, ils n'auront pas le choix de réguler l'intelligence artificielle à long terme parce qu'il y a même des gens que ça fait des années qui travaillent dans le milieu de l'intelligence artificielle que maintenant disent se retirent de ces projets-là parce qu'ils ont peur des dérives de l'intelligence artificielle. Ils ont peur de qu'est-ce qui pourrait arriver entre les mains de fous comme Vladimir Poutine, par exemple. Ou des dictateurs. Mais n'importe qui. N'importe qui. Tu peux arriver, puis tu sais, dans une élection ou n'importe quoi, tu peux créer quelque chose qui va nuire à un adversaire. Puis même si la vérité est découverte, mettons, tu sais, 1 an après, souvent il est trop tard, le dommage est fait. Une fois que c'est rentré dans la psyché sociale, d'en ressortir, c'est bien plus difficile. Là. Exactement. Il y a un photographe qui a soumis une photo à un concours de photographie, je ne sais pas si je ne me souviens plus lequel. Puis, il a gagné le prix, puis il a refusé le prix parce qu'il a dit « J'ai créé cette photo-là à l'aide d'une intelligence artificielle. Fait que, puis, il l'a fait pour protester, pour montrer les dérives de l'intelligence artificielle. Tu vois? C'est fort, là. Comme tu dis, il faut réglementer ça, puis comme au plus sacrant. Là, oui, c'est ça. Parce que, en tout cas, puis pour le milieu journalistique... si je retourne sur, par exemple, le rôle qu'on a ici à la TVC, c'est vraiment d'informer les gens sur leur communauté, sur des sujets qui ne sont pas abordés dans les grands médias nécessairement. C'est important, ça. Ben oui, tout à fait, tu as bien raison. Puis on va continuer sur cette lignée-là. Je vais juste prendre quelques secondes pour remercier les gens qui écoutaient la version plus courte de l'émission. Je rappelle qu'il y a une version plus longue qui va être disponible sur notre site web aussi, ailleurs à l'horaire, si vous êtes en train d'écouter encore une fois la version plus courte. Sinon, en balado-diffusion, Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, ne nous oubliez pas. C'est fun que vous nous emmenez avec vous, c'est-à-dire. Puis, si vous pouvez prendre le temps de laisser un commentaire, de vous enregistrer sur nos sites, ça nous aide beaucoup. C'est fort apprécié. Facebook, partagez-les, ça va nous faire plaisir. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Ben oui, c'est ça. Donc, on donne une voix à des gens qui ont... c'est plus difficile un peu là, d'avoir la visibilité. Là. Exactement. Puis c'est tout aussi important. Parce que, je veux dire, quelqu'un qui se démarque dans notre communauté, un organisme qui a une nouvelle à nous annoncer, c'est important que quand même les gens soient au courant, ou en tout cas qu'on fasse la démarche de leur donner la parole. Donc, dans le fond, pour revenir à ma question originale, j'en déduis que tu te sens accompli dans ton besoin de communautaire. Là, oui, absolument. Oui. Parce que, tu sais, des fois, de ne pas avoir nécessairement la main dedans, des fois, tu peux te poser la question, tu sais, je fais-tu vraiment une différence ou, tu sais, ça vaut-tu la peine, ça sert-tu, tu sais. Est-ce que c'est difficile, par contre, est-ce que ça a été difficile, parce que tu viens de Gatineau, de faire les contacts avec les gens de la région? Ça a l'air d'avoir bien été, puis je regarde au rythme où tu enregistres, je trouve que ça va vite pour rencontrer les organismes, puis tu as des entrevues même souvent calées bien en avance, tout ça, fait que ça a l'air de bien été. Mais... Oui, au niveau des sujets, oui. Les gens ont été très réceptifs. Je trouve que vraiment, on me fait un bel accueil. Je pense que je commence à créer des bons contacts là, après. Ça fait pas encore 1 an là, que je suis ici. Ça prend un certain temps. Donc, ça va bien. Les gens, quand je les contacte, c'est rare qu'on va me refuser une entrevue. J'en ai eu, moi, cette année, qui m'ont refusé. C'est la première année. Si je me trompe pas, là, c'est la première année qu'il y a des gens qui m'ont refusé. Non, c'est pas vrai. L'année passée, j'en ai eu, mais je comprenais pourquoi. J'avais rejoint des gens qui donnaient des ateliers puis des conférences. Puis ils se disaient, ben, tu sais, ça ne me tente pas de donner mon matériel de conférence à la télé alors que je vais le donner... J'essaie de faire comprendre que c'est pas exactement ma affaire, mais je comprends leur raison. Mais fait ça, je comprenais. Mais là, il y en a d'autres qui m'ont refusé cette année, puis ça m'a fait peine de peine.
Non, ça m'a fait de la peine, c'est bien correct, mais puis il y en a qui vont prendre, tu sais, il n'y avait pas le temps, puis qui vont sûrement revenir à la saison prochaine, mais j'ai trouvé ça drôle, ça, c'était une première expérience. Ouais, ils veulent pas venir à une émission, mais tabarouette. Ben, tant mieux si ça a bien été, mais je pense que les liens aussi avec la TVC sont là depuis longtemps, fait que ça a dû aider. Là. Ben, 50 ans, c'est pas rien. Non, c'est ça. En fait, c'est quand même... moi, je trouve que d'une certaine façon, c'est quand même un exploit d'avoir réussi pendant 50 ans à rester ici. Contenu, c'est pas évident, là, une télévision communautaire, on n'a pas tellement de fonds, là, tu sais. Je veux dire, fait que, non, je trouve que je trouve que la TVC Basse-Lièvre, vraiment, a réussi, avec les années, à toujours retirer son épingle du jeu. Ouais. Est-ce qu'il y a des organismes, parce que tu sais, vu que tu as étudié là-dedans, puis que tu connais, est-ce qu'il y en a des organismes qui sont venus te chercher un peu plus, que tu as fait comme « Oh, wow, c'est sharp, qu'est-ce qu'ils font eux autres », qui t'ont surpris, mettons? Oui. Ben, en fait, il y en a un nouvel organisme là, que j'ai eu une entrevue là, avec sa vice-présidente, c'est Hacker Buckingham. Okay. Ça vient tout juste d'être créé. Ben, ça doit, mais je le connais pas. C'est pour revitaliser le cœur de Buckingham, le centre de Buckingham. Le centre-ville, dans le fond? Oui, oui, le centre-ville, d'une certaine façon. Caroline, es-tu une Caroline impliquée? Caroline Breton, non? Oui, je pense que oui. Ouais. Quand tu as dit ça, elle doit être là-dedans. On la salue, Caroline, qui était l'ancienne propriétaire de la crêperie. T'as pas connu ça. La maladroite, merci Sylvain. Puis elle est beaucoup impliquée là, ça pour la revitalisation du centre-ville. Puis elle m'en a parlé beaucoup. Elle aime beaucoup le centre-ville. Puis ben justement, parce que j'ai étudié là-dedans, je trouve ça super important qu'il y ait des organismes, des associations de résidents qui, justement, font de la vie dans le secteur Buckingham. Comme moi, j'ai travaillé pour la communauté de vie de quartier du Vieux-Gatineau. Okay. Puis, on faisait des fêtes de quartier, tout ça. Puis, ça crée des liens entre les gens, ça crée des liens entre les résidents. C'est vraiment... parce que malheureusement, depuis le tissu social au Québec, puis pas juste au Québec, un peu partout dans le monde, on dirait que les gens sont de plus en plus isolés. Puis ce genre d'association-là, ben ça permet aux gens de se redécouvrir en tant que résidents, puis de découvrir leurs voisins. Ouais. Je t'invite à regarder un documentaire, The Great Disconnect. C'est un invité que j'ai eu, Tamer, qui s'appelle, je me souviens plus de son nom de famille. Mais The Great Disconnect, qui parle justement exactement de ce que tu viens de me dire, comment est-ce qu'on est déconnecté de notre voisin, dans le fond, puis des gens qui sont proches de nous. Puis dans le documentaire, la fille, entre autres, une des choses qu'ils font, c'est qu'ils suivent une fille qui est sur le conseil du condo, si je ne me trompe pas. Puis elle essaie d'organiser une fête de quartier. Puis juste la complexité de ça, puis que les gens embarquent, tout ça, le stress, ça va-tu marcher, tout ça, juste parce que, bon, ils sont tous dans le même condo, c'est des voisins, puis ils se parlent pas, mais c'est super intéressant. C'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident à organiser, à mobiliser les gens. Moi, j'ai participé, quand j'étais au comité du quartier du Vieux-Gatineau, j'ai participé à l'élaboration d'un genre de sous-comité, si on veut, pour une section du quartier du Vieux-Gatineau. Puis, c'était pas évident. J'ai dû travailler fort pour mobiliser les gens, pour les intéresser au comité. Ça s'appelait... c'est Apollo des Noyers, le comité Apollo des Noyers. OK. Puis je pense qu'il existe encore. Puis non, c'est ça. C'était pas évident de rejoindre les gens. J'ai eu beaucoup de noms. J'appelais les gens, puis ils me regardaient comme... Oh, de quoi tu parles? Qu'est-ce que ça mange en hiver? À quoi ça sert un comité comme ça? Puis, comme moi, ces affaires-là. Mais j'avais réussi quand même à trouver des gens qui se sont mobilisés, puis qui ont réussi à organiser des fêtes de quartier. Puis ça faisait... J'étais là pendant à peu près un an. Je dirais 1 an. Puis, en 1 an, ils ont organisé là, une fête de quartier dans leur secteur. Ils ont participé, se sont impliqués. Donc, non. Quand les gens réussissent comme à créer une belle chimie entre eux, là, on peut faire tellement des belles choses. Ben oui. Je pense que ce que je trouvais là, qui pognait ici, là, dans le coin, c'était quand ça impliquait les enfants. S'il y avait des activités qui
pour animer les enfants. Là, souvent, les gens ont tendance à sortir parce que là, ils veulent emmener les enfants bouger, tu sais, puis... Ben, c'est ça. C'est ça aussi, par exemple, les fêtes de quartier, là, j'en parle beaucoup, là, mais c'est justement, c'est que dans ces fêtes-là, c'est que ça s'adresse à tout groupe d'âge. On peut faire des activités pour les enfants, pour plus les adultes. Comme par exemple, on peut organiser du Zumba, des cours de yoga, des spectacles, du maquillage pour enfants, des clowns. Vraiment tous les classiques. Jeux gonflables. Il manquait juste jeux gonflables dans ton Il y avait du barbecue, jeux gonflables, du barbecue, puis les gens, ils viennent, puis ils s'amusent. C'est juste se réunir, puis profiter du beau temps. Ouais. Faut qu'on parle du sujet qui m'interpellait beaucoup quand tu m'as parlé quand on s'est parlé pour venir à l'émission. Oui. Maladies rares. Oui. J'ai envie de commencer avec ça. Grâce aux informations que tu m'as données, on parle de 700 000 Québécois qui sont atteints d'une maladie rare. Oui. Je me dis, c'est pas si rare que ça, finalement. Non, pas du tout. Parce que puis ailleurs, ça disait une personne sur 20. Oui. Fait que c'est quand même assez spécial. Peut-être, dans le fond, je pourrais commencer, tu pourrais nous décrire un peu ton parcours. Oui. Bon, toi, moi, 80% des maladies rares sont génétiques. OK. Ça veut dire qu'on naît avec ces maladies-là, qu'on peut les transmettre à nos enfants. Souvent, c'est de l'ordre d'à peu près 50%. OK. Donc, moi, je suis née avec 2 maladies rares. Que personne ne savait, là. Que personne ne savait. Okay. J'ai eu mes diagnostics vraiment tard. Ouais. La première maladie, c'est des noms qui sont pas connus, que les gens vont faire comme décaisser. Ouais. C'est hypogammaglobulinémie, qui est une maladie du sang. J'ai une protéine dans le sang qui est trop basse et je dois recevoir à tous les mois une transfusion de sang, du plasma, à Montréal, à l'hôpital juif. Puis cette maladie-là, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'une fois que tu as une maladie rare, souvent, ça cause d'autres maladies rares. OK. Ouais. Puis moi, l'hypogammaglobulinémie, il y a 30% des cas à peu près de personnes qui vont développer une maladie un peu comme auto-immune puis qui cause des problèmes articulaires. Okay. Habituellement, ça va être peut-être, je sais pas moi, l'arthrite rhumatoïde, par exemple. Okay. Mais moi, j'ai une autre maladie rare, génétique, qui est le syndrome d'Ehlers-Danlos, ou on peut dire SED. Qui est en fait une déficience. Ils ne sont pas certains parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites sur le syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc, c'est soit une déficience ou on n'a pas assez de collagène dans le corps. Okay. Le collagène, les médecins, quand ils nous en parlent, ils comparent ça à de la colle. Okay. Ça affecte tous les organes. Okay. Fait que chaque personne qui a le syndrome d'Ehlers-Danlos est affectée d'une manière différente. Parce que ça ne veut pas dire que comme par exemple, moi, ça affecte mon système digestif. J'ai une gastroparésie. Puis j'ai des problèmes articulaires. Parce que, une des principales caractéristiques du syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est qu'on est... je dirais, si j'explique là, d'une façon que les gens peuvent comprendre, là, c'est qu'on est slack de partout. Okay. C'est qu'on est hyper mobile. Okay. Donc, hyper dans tes articulations, flexible. Mettons? Oui, c'est ça. Okay. On peut être hyper flexible. Surtout quand on est un enfant. Ouais. On peut s'étirer. Comme moi, quand j'étais enfant, je pouvais m'étirer la jambe, là, puis jusque comme vraiment, vraiment là, au-dessus de ma tête, puis je sentais rien. OK. C'est difficile à déterminer, je trouve, pour un enfant, parce qu'ils peuvent quasiment tout se lever les jambes jusqu'en arrière de la tête. Mais tu sais, comme moi, il aurait pu quasiment l'envoyer par en arrière, parce que je sentais pas l'étirement. Je comprends. Puis je pouvais faire la split, puis toutes sortes de choses comme ça. Puis c'est vrai que les enfants, souvent, sont plus flexibles. On le voit en gymnastique. Ouais. Fait que oui, c'est vrai que c'est difficile à déterminer. Puis, bon... Fait que ça cause des problèmes articulaires parce que, veux pas, avec le temps, c'est que comme on est sac de partout, ben ça fait qu'on développe des blessures.
Moi, ça se caractérise surtout par des tendinites qui se sont transformées avec le temps en des tendinoses. C'est des tendinites qui sont devenues permanentes, que j'ai un peu partout, qui est assez douloureux. Donc, je vis avec de la douleur chronique. Je dois prendre des médicaments pour ça. J'ai aussi, comme par exemple, dans mon dos, j'ai une vertèbre déplacée. Puis, pas parce que j'ai eu un accident. Juste, c'est trop loose, dans le fond, fait qu'elle s'est déplacée. Oui, exactement. Comme la sensation avec le CED, c'est que quand moi je marche, puis moi j'ai le bas dos très instable, c'est que je sens tout bouger. Donc, on développe, si on veut, une conscience de notre corps, parce que il faut que je fasse attention pour ne pas me blesser. Mais là, bon, ce serait des choses avec lesquelles tu es né. D'autres se sont rajoutées à cause de la première, dans le fond, si je comprends bien. C'est ça, ouais. Quand est-ce que tu as eu un diagnostic? Le premier diagnostic que j'ai eu, c'est pour le CED, le syndrome de Ehlers-Danlos, qui était en 2014. Moi, j'ai 35 ans, on est en 2023. Wow. Moi, j'ai vécu l'errance diagnostique vraiment intense. Parce que j'ai eu un médecin de famille qui m'a suivi de l'enfance, adolescence et jeune adulte, jusqu'à peu près mi-vingtaine, qui me disait que tout était dans ma tête. Qui voulait même me donner des médicaments pour ça. Il disait que j'étais... C'est psychosomatique. Non? Oui, c'est ça. Exactement. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ça. Non, c'est ça. Puis moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été très malade parce que l'hypogammaglobulinémie, c'est qu'on attrape tout par rapport au virus respiratoire surtout. C'est notre système immunitaire qui est extrêmement bas. Fait que la grippe, tu l'avais tous les années? Pas juste plusieurs fois. Ah ouais. Oui. Moi, enfant, par exemple, j'ai failli ma première année parce que j'étais sourde, parce que je faisais des otites après otite, après otite, après otite, après otite. Puis je continue même adulte, parfois en enfer, même si j'ai eu des tubes, l'opération et tout ça. Puis ensuite, à l'adolescence, j'ai appelé ça la totale, c'est que je faisais sinusite, bronchite, puis l'autre c'est sinusite, bronchite, puis otite. Les trois en même temps. Les trois en même temps. Puis j'ai déjà passé quasiment la moitié d'une année avec une sinusite. Aïe, aïe. Donc, puis c'est ça. Puis les médecins, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils donnent des antibiotiques de plus en plus forts. Moi, les antibiotiques, à un moment donné, de un, ça fera plus effet, puis de deux, c'est dur sur l'estomac. Là. Exactement, c'est ça. Oui, moi, j'étais malade. Ils devaient me donner des gravoles. Ça a déjà arrivé que j'ai des antibiotiques tellement forts que je devais prendre des gravoles avec ça. Oui, c'est ça. Parce que sinon, j'étais malade. Donc, puis ensuite, là, ça a été les pneumonies à répétition. Jeune adulte, quand j'étais à l'université, j'en ai fait 2. Je dirais que jusqu'en 2017, mettons de 2005 mettons à 2017, c'était une période correcte. J'étais toujours malade, mais ça allait. Comme par exemple, mon médecin de famille, même s'il me disait que c'était dans ma tête, quand je partais en voyage, comme quand je suis allée en Thaïlande, quand je suis allée, par exemple, j'ai fait une formation en Inde en développement, même en France, il m'envoyait toujours avec un antibiotique à large spectre que je devais prendre parce que j'étais malade dans mes voyages. J'attrapais un rhume, j'attrapais quelque chose. Fait c'est ça. Puis là, c'est sans parler des problèmes articulaires que j'ai depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Moi, je faisais des arts martiaux. Je faisais du judo et du jiu-jitsu, puis mes genoux ont lâché. Ben, c'est clair. Fait que j'ai commencé à l'âge de 12 ans à faire de la physio, puis j'en fais comme non-stop, là. Ben, pas non-stop, là, au contraire, c'est que j'arrête, je recommence. Puis malheureusement, pour les gens qui ont le CED, la plupart du temps, la physio, ça l'aide pas vraiment. Ben, ça peut pas. Même quand t'as pas le diagnostic, ça peut même accentuer les problèmes. Ah ouais? Ouais. Mais là, oui.
ton médecin de famille, puis là, je veux pas taper sur les doigts de personne, mais comment est-ce que tu peux dire que c'est psychosomatique alors que... Parce que je veux dire, une bronchite, tu le vois l'infection, comme une sinusite, tu vois l'infection. Oui. J'ai un peu de misère à comprendre ce bout-là. Je veux pas tourner le fer dans la plaie non plus, là, mais... Ben, parce que tout le monde, à un moment donné ou un autre, a un rhume. Fait que j'imagine que pour lui, c'était ça. Puis, veut pas, quand moi, j'étais avec une clinique, fait que c'était pas tout le temps lui qui me voyait, c'était aussi ses collègues. Ouais. Mais bon, c'était... je veux dire, c'était pas le meilleur des médecins. Ouais. Mais typiquement, de ce que dans les lectures que j'ai faites pour me préparer à en jaser avec toi, c'est que c'est tellement rare que souvent, on vient pas à bout de donner un diagnostic, on vient pas à bout de trouver le bobo. Oui. Parce exactement. Que c'est méconnu. Oui. Puis moi, en fait, c'est par accident que j'ai réussi à avoir mon premier diagnostic. De quelle façon? D'une certaine façon. Je suis quelqu'un qui a la chance d'avoir eu une certaine éducation. Puis je pense que d'autres personnes qui n'ont pas eu nécessairement les connaissances que j'avais pour faire des recherches, ça aurait été plus difficile pour eux autres. Okay. Moi, c'est ma physio qui a fait « OK, là, ça n'a pas d'allure. Ça marche pas, il n'y a rien qui marche là, dans ton corps. » Puis tout ça. Fait qu'elle a fait comme... puis là, en fait... Là, il y a comme une maladie rare qu'on est en train de voir parce qu'elle est enseignante à l'Université d'Ottawa. OK. Puis, ça s'appelle le syndrome de Marfan. Là, elle dit, ben vérifie donc avec ton médecin si ça pourrait pas être ça, parce qu'elle dit vraiment, t'as des symptômes qui ressemblent beaucoup. OK. Fait que ce que j'ai fait, c'est, bon, je me suis fait recevoir par mon médecin en disant bah, syndrome de Marfan, ça se peut pas, non. Okay. Le syndrome de Marfan a des symptômes semblables au syndrome de Ehlers-Danlos. C'est juste que une grosse différence, c'est que ceux qui ont le syndrome de Marfan, ils sont très grands. Okay. Moi, j'ai vraiment courte, fait que c'était vraiment pas ça. Pas, là, fait je me suis mis à faire des recherches. Je suis tombée sur le regroupement des maladies orphelines du Québec. Oui. Qui, à ce moment-là, en 2013, faisait comme un genre de campagne pour essayer d'aider ceux qui avaient le syndrome de Ehlers-Danlos. Puis, ils faisaient un appel à tous sur leur site web. Okay. Ils leur disaient, ben si vous avez des symptômes qui ressemblent à ça, ben appelez-nous. On va vous aider. On va voir si vraiment ça pourrait être ça. Puis après ça, on va vous référer à un généticien, puis un généticien qui fait des recherches au CHUM à Montréal. C'est ce que j'ai fait. Je les ai appelés, puis là, après avoir jasé avec eux, ben en fait, oui, ça y ressemble pas mal. Okay. Puis là, ensuite, ben là, c'était l'engrenage. Parce que moi, je voyais mon corps qui me lâchait peu à peu. C'est ça, je voyais, comme je sentais qu'il se passait des choses dans mon corps que c'était pas normal, qui m'inquiétaient. Mais je me disais, comme mon médecin de famille me disait, ben c'est dans ta tête, je me disais, ben si c'est dans ma tête, je suis capable de tout faire. J'ai juste à pas y penser, à ignorer les signaux d'alarme que je ressens, puis ça va bien aller, tu sais, vu que c'est dans ma tête. Puis... fait que c'est ça. Fait que je suis allée... Après ça, ben j'ai rencontré un généticien au CHUM à Montréal, le docteur Zaki Elafaf. Puis après 1 an, ben j'ai reçu un diagnostic clinique. Ça fait quand même 1 an à partir de là? Ah oui, parce qu'il passe une batterie de tests. OK. On voit toutes sortes de spécialistes. Mais ça me surprend parce que c'est une maladie rare. Il n'y en a pas tant que ça. Que ça prenne tant de temps à passer à travers le processus, dans le sens que vous êtes... Moi, je dis vous, je pense que c'est quasiment péjoratif, mais les gens qui sont atteints de maladies rares comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Fait que c'est pas comme... T'es pas dans la même machine, mettons, exemple, que le monde qui a des problèmes de hanche, exemple. Tu comprends-tu? Non. Fait que ça m'étonne que ça ait pris 1 an. Ben c'est peut-être... Je connais pas toutes les maladies rares, mais c'est peut-être particulier au CERD. C'est que c'est une maladie qui touche plusieurs choses dans le corps. Fait que ça touche à plusieurs spécialistes. Comme des personnes qui ont ça peuvent développer des problèmes de cœur, peuvent développer... il faut qu'on voit un physiatre.
qui est comme un peu comme un médecin en physiothérapie. OK. Faut qu'on voit plusieurs spécialistes avant que là, le généticien ramasse toutes ces informations-là, puis ils viennent, puis ils disent, bon, on t'a passé le test génétique. Parce qu'il y a deux sortes de, si on veut, de diagnostic. Il y a diagnostic clinique, puis il y a diagnostic génétique. OK. Malheureusement, c'est pas toutes les maladies rares qu'on peut trouver le gène. OK. Puis c'est ça qui arrive pour le syndrome d'Ehlers-Danlos. C'est que les formes les plus rares du syndrome d'Ehlers-Danlos, parce que je pense qu'il y en a comme 12 sortes. OK. Je pense qu'il y en a, puis sur les 12, il y en a juste 2 ou 3 qui ont trouvé le gène déficient. Moi, j'ai la forme la plus courante. OK. Puis la forme la plus courante, qui n'ont pas trouvé le gène encore. Donc, on peut juste recevoir des diagnostics cliniques, donc qui est basé sur nos symptômes. C'est spécial, parce que tu aurais pensé que, tu sais, vu que c'est la plus courante, qu'il y aurait plus de sujets, donc plus, non, tu sais, pas du tout. plus facile de faire les études. Puis j'ai la forme hypermobile. OK, qui veut dire... Qui est celle qui, justement, qu'on est encore plus slack de partout. OK. Il y en a que il y a une forme que ça attaque plus la peau. OK. Une autre que c'est plus au niveau vasculaire, aussi du cœur. OK. Donc, c'est pour ça qu'ils nous font passer vraiment comme une batterie de tests. Là, combien de fois tu as dû aller à Montréal comme ça pour faire des tests? Oh mon Dieu! Tu les as pas comptés? Je les ai pas comptés. C'est quasiment une fois par mois parce que j'avais des rendez-vous, là, n'en plus finir. Là. Puis c'est quand même assez stressant. Puis comme ma santé, elle se dégradait... ouais, non. Mais en même temps que tu as senti, mettons, une frustration évidente vis-à-vis de ton médecin de famille, mais aussi, tu sais, tu es dans un sentiment d'incertitude et tout ça, puis c'est peut-être stressant d'aller faire tous les tests, mais est-ce qu'en même temps, il n'y avait pas une lumière d'espoir de dire, ben au moins, il y a quelqu'un qui regarde pour de vrai, tu sais? Il y avait ça, mais j'avoue aussi que j'avais extrêmement peur. Parce que moi, ça remettait tout en question mes plans d'avenir. Ah, je comprends. Parce que je voulais devenir professeure-chercheuse à l'université. OK. Et spécialiste, justement, des peuples autochtones en Asie du Sud-Est. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est aller voyager beaucoup, puis tout ça. Puis avoir une maladie comme ça, puis que sentir qu'en plus, sa santé se dégrade. Ça... À l'époque, c'était assez difficile de faire mon deuil, si on veut, parce que en 2014, ça a été la pire année de ma vie quand j'ai reçu le diagnostic. Puis pas nécessairement parce que j'ai reçu le diagnostic, mais parce que là, ma santé a complètement crashé. J'ai eu mon système digestif parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment allergique à l'alcool. Ça faisait plusieurs années que si je buvais même juste un verre de vin, j'étais malade quasiment automatiquement, mais tu sais, je m'essayais quand même. Puis là, ben j'ai eu, avec des amis, comme on a fait je suis allée dans un bar, tout ça, j'ai bu. Puis là, ben ça a créé un shutdown total sur mon système digestif. Puis à partir de ce moment-là, je me suis retrouvée tout le temps à l'hôpital pour, en tout cas, toutes sortes de choses. Puis là, ils devaient trouver des médicaments pour m'aider avec ça. Puis ça a été vraiment difficile. Puis là, ben là, il y a les migraines qui se sont mis de la partie parce que je veux pas, t'es stressée. Puis moi, ben, je faisais des migraines dans le passé, puis là, j'en faisais aussi. Moi, ça vient de façon épisodique. Là. J'ai parfois comme des migraines, pas nécessairement tout le temps reliées au stress. Là. Les migraines, c'est quand même... Des fois, on ne sait même pas pourquoi on a ça. Là. Mais des grosses migraines qui partaient pas, qui pouvaient durer des jours et des jours et des jours. Que je devais aller à l'hôpital pour qu'ils me donnent quelque chose de plus fort pour soulager? De la morphine. Wow. Ouais. Fait que ça a été une année en enfer. Fait que mon corps, physiquement, ça allait vraiment, vraiment pas bien. Tellement que quand finalement, ils ont réussi comme à stabiliser ma santé après comme à peu près une mettons, ça a commencé, mettons, à l'hiver, puis jusqu'à l'automne. Ben là, j'ai fait une dépression majeure. Ouais, puis tu peux pas te dormir. Non, c'est ça. J'ai vraiment fait une grosse dépression. Mais là, c'est rare, difficile à détecter. Oui. Donc, ça doit être difficile à traiter aussi? Ça se traite pas. Il y a pas de... Pour le syndrome de Ehlers-Danlos, il n'y a pas de traitement.
OK. On peut juste traiter les différents symptômes, si on veut. Okay. Comme tu as des douleurs, ben là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses bien gérer ça. Okay. Tu as des problèmes avec ton système digestif, ben tu vas aller voir un gastro-entérologue. Puis ça pose des problèmes parce que au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde, c'est que souvent les médecins ne se parlent pas entre eux. C'est ça. Puis moi, cette maladie-là, c'est qu'il faut que les médecins se parlent entre eux. C'est clair. Parce qu'il y a tellement de différentes choses, puis souvent, ils n'ont pas de lien ensemble. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que ta santé est meilleure aujourd'hui, d'abord, s'il n'y a pas de traitement? C'est qu'en 2019, j'allais vraiment pas bien, puis ils comprenaient pas pourquoi, parce que ça n'avait pas vraiment un rapport avec le syndrome d'Ehlers-Danlos, les infections que je faisais à répétition. Oui, on est plus fragile, on peut faire des pneumonies, mais à ce point-là, parce que là, j'étais rendue... En 2017, j'ai failli mourir d'une double pneumonie. J'étais allée aux soins intensifs pendant 2 jours, ensuite 8 jours sur les étages avec l'oxygène. Comme ça m'a pris des années avant d'en revenir. Puis après ça, je faisais des pneumonies à répétition. J'en faisais 4 par année. OK. Puis là, en 2019, j'avais un nouveau médecin de famille en plus. Puis elle, vraiment, elle a fait des tests, puis quasiment par accident, elle a découvert que j'avais une protéine dans le sang. Un autre accident, un autre hasard dans le fond, toi. Okay. C'est ça, que j'avais une protéine dans le sang qui était trop basse. Fait que là, on l'a envoyé à Montréal à un spécialiste, c'est un hématologue ou un allergologue, en tout cas. Hématologue, il veut Hématologue, exactement, c'est ça. Un hématologue qui, là, un autre batterie de tests, tout ça. Puis ils ont découvert que j'avais l'hypogammaglobulinémie. OK. Que je devais recevoir des transfusions à tous les mois pour pouvoir avoir un système immunitaire normal. OK. Fait que la transfusion te permet d'avoir... C'est ça qui t'a sauvé ton système immunitaire. C'est ça. Puis à partir du moment où est-ce que j'ai commencé à recevoir les transfusions, ça a pris 1 an que là... Parce que pendant 3 ans, je n'avais pas pu travailler. J'étais de plus en plus faible. Je marchais qu'une canne. Ça allait vraiment pas bien, puis ils ne comprenaient pas pourquoi. C'est ça. Puis ça a pris 1 an que je vois comme je commence à avoir une différence au niveau de mon énergie, aussi au niveau du fait que les pneumonies ont commencé à diminuer. Tu sais, j'en faisais, mais tu sais, au lieu d'en faire 4, j'en faisais peut-être 1, 2... Tu sais, après 1 an. J'en ai fait peut-être ça 2 cette année-là, au lieu de 4, mettons. Puis là, plus que ça allait, plus que là, c'est comme... moi, je vais donner l'exemple, je me suis sentie comme renaître. Vraiment, les transfusions m'ont permis de redevenir la personne que j'étais avant 2014, d'une certaine façon. Au niveau physique, là. Ça a complètement changé ma vie, ça l'a bouleversé. Puis là, je peux te dire que pour moi, le diagnostic d'hypogammaglobulinémie, ça a été un cadeau. Comme ce que tu disais, là, que tu voyais la lumière au bout du tunnel. Le premier diagnostic, ça a été plus difficile à accepter. Peut-être parce que c'était plus... il n'y avait pas de traitement, puis c'est une maladie qui est un peu mystérieuse, qui n'a pas vraiment de... Tu peux pas te donner une définition au CED là, super facilement. Mais pour l'hypogammaglobulinémie, ça a été un véritable cadeau de la vie, parce que sans ça, je pense que je serais décédée. Parce que vraiment, je faisais tellement d'infections. À un moment donné, il y a so much que tu vas prendre. Là. C'est ça. C'est juste 4, pour la commune est mortelle, 4 pneumonies d'une année, là, et ça te met à terre solide. Oui, exactement. Puis, mon système immunitaire était tellement bas. Comme la normale, c'est entre 8 et 16, si je ne me trompe pas. Là, 8 et 16... c'est ce que les médecins m'ont dit. C'est comme une échelle de quelque sorte. Une échelle de quelque sorte, là. Je suis pas une experte. Entre 8 et 16, puis moi, mon système immunitaire était à 2,5, je pense, avant les transfusions. Puis il était tellement bas que j'ai fait une réaction allergique à ma première transfusion.
Donc, ouais. je vais prendre du Benadryl à chaque fois que je reçois ma transfusion. Ah, ouais. Ouais. Wow. Mm-hmm. C'est-à-dire que ton système immunitaire réagit même à des choses à quoi il ne devrait pas réagir. Oui. Ah oui, capoté. absolument. Parce que même que j'ai un médecin, à un moment donné, que j'ai rencontré, qui me dit, la pneumonie, la double pneumonie que j'ai faite en 2017, j'étais comme, je sais pas où j'ai attrapé ça. Il n'y avait pas personne qui était malade. Puis là, puisqu'on parlait, j'ai dit, il y avait une épidémie de grippe féline où est-ce que je travaillais. Parce que je travaillais dans un refuge pour animaux à ce moment-là. Puis elle me dit, ah. Elle dit, la plupart des gens, des êtres humains, là, l'attraperaient pas. Mais comme toi, ton système immunitaire était vraiment bas, elle dit, c'est probablement ça que t'as attrapé. Ouais. J'ai fait, wow. C'est... Ouais. Mais c'est fou que tu aies passé à travers toutes tes études, puis tu pas, tu sais, avec cette condition-là, à être malade comme ça, comme chapeau, oui. là. Je sais pas comment j'ai fait, j'avoue, là. J'étais quelqu'un de lunatique, là, je vais t'avouer. Comme, je pense que quand j'étais à Cité collégiale, ça m'est arrivé d'oublier mon portefeuille, par exemple, des choses comme ça. Bon, ça, tout le monde fait ça, oublier son portefeuille. Je cherchais le mien tantôt. Le fait que je devais vivre comme avec la douleur, puis les mais tu peux pas être concentré quand tu fais le pas tout le temps, là. c'est ça, j'étais quelqu'un vraiment de lunatique, là. Ouais. Mais comme les gens font comme, Zoé, elle a encore oublié quelque chose. Ouais. Ça, c'était... Mais par contre, j'ai quand même développé une concentration, là, hors du commun quand il s'agissait d'étudier, là, de lire des textes, d'écrire, tout ça, grâce à ça. Fait qu'on développe, comme, si on veut, des mécanismes que peut-être d'autres personnes n'auraient pas développés autrement. Ben, quelque part aussi, j'imagine, il y a une certaine... tu sais, t'as ça depuis que t'es au monde, je suis veux née pas, avec c'est comme ta normalité, là, tu sais. C'est ça, j'étais née avec ça, fait que pour moi, c'était normal là, d'avoir plusieurs fois par année des gros rhumes, là. Quand je dis des gros rhumes, c'est vraiment des gros rhumes, là. Tu sais, c'était, à un moment donné, j'étais à l'université, puis le médecin a dit, on est proche, là, tu dois t'en aller à l'hôpital, là, parce que ton oxygène est borderline, là. Puis j'étais tellement grippée, tu sais, j'étais comme, ouais, vraiment? Ben finalement, non, tu sais. La seule fois où vraiment j'ai dû être hospitalisée, c'était en 2017. Au moins ça. Je pense que c'est en mai dernier que le gouvernement a annoncé qu'il injecterait de l'argent dans des programmes pour éduquer, entre autres, le personnel, médecins, infirmiers, etc., c'est ça. à propos des maladies rares, pour que justement, qu'il y ait moins de situations comme toi tu as vécu. J'imagine que tu as accueilli cette nouvelle-là avec soulagement. Oui, puis si mon histoire peut aider d'autres personnes, comme, écoutez, si vous vivez avec des symptômes, des problèmes de santé, puis que vous comprenez pas qu'est-ce qui se passe, là, ben je vous recommande vraiment d'appeler le regroupement des maladies orphelines du Québec. Eux, ils ont une ligne téléphonique spécialement pour ça maintenant. Ce qu'il n'y avait pas en 2014, mais maintenant, ils en ont une. Les gens peuvent appeler là-bas, puis ils vont vous donner toute la documentation qu'ils peuvent. Ils vont même vous référer à des médecins quand ils le peuvent. Puis aussi, moi, ce qu'ils ont fait, c'est que j'ai eu un appel à un moment donné, il y a quelques années. Ils m'ont dit, est-ce que tu aimerais ça qu'on te mette en contact avec quelqu'un qui a les deux mêmes maladies que toi? Elle aimerait ça te rencontrer. Puis là, j'ai les deux mêmes maladies que moi? C'est quand même rare, là. Je veux dire, c'est la seule personne au Québec que je connais qui a les deux mêmes maladies que moi. Puis c'est ça. Je l'ai rencontrée, on a jasé, tout ça. Elle est plus âgée que moi. Non, ça a été bien de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes conditions et tout. J'imagine. Ouais. Mais ça doit pas être facile, nécessairement, j'imagine, pour quelqu'un qui t'écouterait présentement, de dire... parce que... J'imagine qu'ils ont vécu un peu la même chose, qu'ils se sont fait dire non, tu sais, non, t'as rien, tes tests donnent rien, c'est peut-être psychosomatique. Ouais. Ça va être facile de se dire, regarde, non, c'est pas vrai, je file pas, puis oui, j'ai besoin de parler à quelqu'un, tu sais. Ben, ce que je vais leur dire, c'est que tant que tu n'auras pas été au fond du problème, ça va toujours rester là, puis ça va juste s'envenimer. Ouais. Moi, je l'ai ignoré pendant des années en me disant que c'était dans ma tête.
Puis, ben, ce qui en a sorti de ça, c'est que j'ai fait une dépression majeure. J'ai dû être hospitalisée et tout. Parce que j'en ai vu... C'était un épuisement total que j'ai vécu. Puis je souhaite ça à personne. Fait que, tu sais... Puis les médecins n'ont pas la science infuse. C'est pas tous les médecins qui sont des bons médecins. Il y en a des excellents. J'en ai rencontré. C'est des perles rares. J'ai rencontré des médecins que tu ne penserais pas que ce serait eux qui... Comment je peux dire ça? Que ça serait eux qui seraient de ton côté, si on veut. Okay, Comme moi, mon psychiatre, c'est lui qui était plus comme « Non, ça n'a pas de bon sens, là, que tu fasses des pneumonies à répétition. Là, là tu vas faire, tu te dises là, à ton médecin, là, wow, là, ça n'a pas de bon sens. » Comme... tu penserais pas ça, que ça viendrait ton psychiatre. Mais non, c'est ça. Fait que non, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide que vous pouvez. Ça se peut que ça soit dans votre tête, mais au moins, vous allez avoir été au bout du chemin à faire, puis vous allez avoir le cœur net. OK, là, bon, OK, c'est psychosomatique, c'est le stress qui me cause ça. Ben là, maintenant, je vais travailler vraiment là-dessus. Mais, savoir où investir ton temps, ton énergie pour être mieux. T'sais. Exactement. Puis c'est interrelié. C'est sûr que si tu vis, comme moi, en période de stress, c'est sûr que mes symptômes causés par mes maladies sont amplifiés. C'est sûr et certain. C'est interrelié. Puis une bonne santé physique, ben faut que tu aies aussi une bonne santé mentale. Les deux, c'est absolument indissociable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Wow, ben écoute, et merci de nous avoir partagé ton histoire. C'était vraiment c'était intéressant, c'est touchant. J'espère qu'il y a des gens qui vont t'écouter puis que si ça peut aider les gens, tant mieux. Et puis, ben regarde, bravo, félicitations d'avoir passé à travers, tu sais, d'avoir réussi ce que tu as réussi à faire en étant, tu sais, malin comme tu étais. Moi, je trouve ça vraiment bien. C'est inspirant. Puis, merci de nous avoir partagé ton histoire aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je t'invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.